pour ce grand réveil, chers auditeurs, je laisse la parole à Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Et surtout, bonjour Patrice Huiban, vous êtes haut fonctionnaire et vous êtes surtout le président du Nouvel Essor français, qui est un mouvement assez jeune que vous avez créé il y a combien de temps ? Fin 2022. Fin 2022, voilà. Et donc ce Nouvel Essor français, évidemment, avec Emmanuel Macron au pouvoir, vous sentez pousser un vent qui à chaque fois nous propulse loin devant, ou au contraire vous êtes légèrement dubitatif, par exemple sur la manière dont Emmanuel Macron, au sommet de l'IA, a présenté toutes ses théories et ses financements sur le numérique. Oui, tout à fait, car les paroles du président de la République n'engagent que ceux qui y croient. On a quand même beaucoup de précédents sur le nucléaire. Il a défendu la filière nucléaire en France lors de ce sommet, sauf qu'en 2018, il avait appelé à fermer d'ici 2035 14 réacteurs sur 56. Donc je ne reviens même pas sur d'autres sujets comme les 100% d'expulsion des OQTF, la réindustrialisation et des injonctions paradoxales, etc. Oui, ça, effectivement. Revenons sur le numérique. Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'investissements dans les prochaines années, donc c'est une précision totalement absente. On se rend compte en plus que sur ces 109 milliards, il y en a 104 qui viennent de l'étranger. Par exemple, 50 milliards viennent des Émirats arabes unis. Et est-ce qu'on est en train de prendre le chemin d'une souveraineté numérique ou au contraire, on est en train de s'inféoder un peu plus à la finance internationale ou à certains acteurs géopolitiques ? Donc tout à fait, pour nous, on est en train de s'inféoder parce qu'il faudrait... Alors, j'ai rien contre les investissements étrangers en France, mais il faut d'abord créer un écosystème favorable. Mais aujourd'hui, la mauvaise gestion de l'argent public, la mauvaise gestion de notre État, de manière générale, asphyxie le pays à petit feu, y compris nos PME et donc nos entreprises du secteur qui sont par ailleurs étouffées par les abus de position dominante des GAFAM. Alors, dans votre programme très complet, notamment sur le sujet du numérique et de l'intelligence artificielle, vous posez un diagnostic que j'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs. Plusieurs phénomènes brident l'essor de cet écosystème français. Un marché intérieur restreint, des levées de fonds difficiles pour les jeunes pousses françaises, un manque de recherche, pas assez de hauts diplômés très pointus, une fuite des cerveaux, un État qui favorise peu ses entreprises dans le cadre des marchés publics, une logique de taxation. Voilà. Donc, quel est le premier de tous ces mots que vous avez alignés ? Les facteurs sont pluriels, mais disons qu'il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises, on a des prélèvements obligatoires sur nos entreprises qui sont records au sein de l'OCDE. On a des problèmes de financement de notre écosystème, économique. Et puis, on a un État qui ne joue pas le rôle d'amorceur, puisqu'on ne protège pas le marché de la donnée. Et la donnée, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et donc, y compris les données des Français, y compris les données sensibles de l'État ne sont pas protégées avec un certain nombre de règles, comme le label SecNumCloud, qui vous garantit que le prestataire est étanche par rapport à l'extraterritorialité du droit américain, tout en étant robuste au niveau cybersécurité. Alors, il y avait plein de mots compliqués. Revenons-y un tout petit peu. Donc, il y a une norme, SecNumCloud, donc la sécurité numérique de l'informatique en nuage, je suppose, qui explique que l'ensemble des données produites par les administrations françaises, par exemple, et d'une manière générale par les Français chaque fois qu'ils se connectent, doit être en fait aux mains de gens dont on sait qu'ils n'appartiennent pas à l'écosystème américain. Pourquoi ? Parce que sinon, ou chinois d'ailleurs, parce que sinon, l'ensemble des données est en fait soumis au droit américain. Tout à fait, c'est-à-dire qu'avec le Cloud Act et le FISA Act, même une des données hébergées en France, à partir du moment où ces données sont hébergées par un prestataire américain, les Américains peuvent se servir sous couvert d'un juge avec le Cloud Act, mais même de façon tout à fait, non hors des clous juridiques avec le FISA Act, c'est-à-dire que la NSA, les services secrets américains, peuvent à loisir aller piocher dans ces données au regard des intérêts de la sécurité américaine et de l'écosystème économique américain. Alors, il y a eu quelques scandales, ou en tout cas, il y a eu quelques articles et quelques politiques qui se sont émus justement de ce pillage, sur lequel l'État français semble n'avoir pas du tout avancé. Alors, il y a l'exemple des données de santé. Je pense que nos éditeurs sont très attachés aussi à leurs données de santé. Et le Health Data Hub, vous voyez déjà un terme anglo-saxon pour une initiative française sur la plateforme des données de santé. Donc, ce Health Data Hub a été confié à Microsoft Azure. Donc, pour des fins de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des pans entiers. Alors, ce sont des données dites pseudonymisées. Enfin, quand on a votre taille, vos mensurations, on a tout votre antécédent médical, on peut facilement savoir de qui il s'agit. Et donc, ces données ont été confiées à des Américains à des fins de recherche, et ce qui a généré d'ailleurs une polémique, et sans mise en concurrence par ailleurs.
Donc voilà, ça montre bien qu'au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas cette volonté de reprendre la main sur nos données. Et nos données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et si on ne reprend pas la main sur nos données, tous les gains de productivité qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle vont partir sous forme de licence aux GAFAM. Donc en tirant un tout petit peu le trait, si on ne reprend pas la main sur nos données, c'est même plus la peine d'élire un président de la République et des députés au suffrage universel. On peut tout de suite aller à Washington demander de faire partie de l'Union et d'être un des États des États-Unis. Voilà, à côté de Gaza et du Panama. Et bien évidemment, ça ne nous enchaîne pas. Il y a dans votre programme l'idée d'une préférence nationale par les administrations, justement, dans tout ce qui est numérique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, les outils existent déjà. Je veux dire, on n'a pas besoin de changer la loi. Il suffirait, en fait, que les donneurs d'ordre connaissent ou appliquent l'ensemble des outils qui sont à leur disposition. Tout à fait, il suffit d'un décret, voire même d'une circulaire. Bon, si on veut donner un peu plus de poids juridique, on va dire un décret du Premier ministre qui stipule que tous les acteurs publics, dans leur cahier des charges, dans la commande publique, mentionnent qu'ils veulent un prestataire en matière d'informatique qui est étanche à l'extraterritorialité du droit américain. Voilà, il faut juste écrire une phrase. Et là, ça permet de donner de l'oxygène à l'écosystème français qui est aujourd'hui écrasé par les abus de position dominante des GAFAM. Je rappelle qu'on a forcé la France, l'Union européenne a forcé la France à libéraliser son marché de l'électricité qui est pourtant un monopole naturel puisque à base de nucléaire, c'est quand même difficile pour une entreprise privée d'aller construire une centrale. À côté de ça, Google a 92% des parts de marché des moteurs de recherche en Europe et ça ne gêne personne à Bruxelles. Alors, dans le discours des politiciens français, il y a aussi l'idée qu'il faut absolument avoir des pépites qui deviennent des fleurons, qui deviennent des champions. Autrement dit, il y a une espèce de course au gigantisme et on a l'impression qu'en face de Google, en face de Meta, on ne peut rien faire. Et donc, comme on est trop petit, autant être totalement vendu aux Américains ou totalement inféodé à une Europe fédéraliste qui nie la souveraineté numérique des nations. Est-ce que véritablement, c'est historiquement, dans l'état de l'industrie, est-ce que c'est une position tenable ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une chimère ? Il n'y a aucune fatalité. Je prends l'exemple de l'industrie de défense et du nucléaire civil et militaire. Il y avait le même débat dans les années 60, 50-60. On est trop petit, on n'est pas assez nombreux, les Américains sont gentils, on n'y arrivera pas. Sauf qu'avec de la détermination, on a une industrie de défense autonome. Je rappelle que les années 50, avec la guerre d'Indochine, on était totalement équipé par les Américains. On a réussi, dans les années 60-70, à avoir une industrie de défense extrêmement performante, aussi performante que l'industrie américaine, l'une des 3 ou 4 industries militaires complètes de la planète. Et on a développé un nucléaire civil et militaire également totalement autonome. Donc, il n'y a aucune fatalité. Et aujourd'hui, quand vous regardez Dassault, c'est 12 000 salariés. Dassault tient la dragée haute aux grands opérateurs Boeing, Lockheed Martin, qui ont plus de 150 000 salariés aux États-Unis. Vous voyez ? Et donc, le Rafale est considéré comme le meilleur avion de chasse au monde. Donc, il n'y a absolument aucune fatalité. Il y a même des gens qui commencent à l'acheter. Exactement. Donc, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a pas de fatalité et néanmoins, il y a cette idée il faut absolument s'unir. La France ne peut pas faire tout seul. Est-ce que la France est le seul pays à considérer qu'elle est incapable de produire un écosystème numérique vertueux avec l'ensemble des acteurs, quel que soit le bout de la chaîne auquel on est, ou au contraire, est-ce que beaucoup d'autres pays, eux aussi, sont résignés ? Il faut partir du bas, c'est-à-dire que l'impulsion doit être française. Si aujourd'hui l'Europe est autonome stratégiquement en matière d'industrie de défense, c'est parce que la France a montré la voie. Si on avait compté sur l'échelon européen pour une industrie de défense autonome, on serait toujours inféodé aux Américains. Donc je pense que l'initiative doit partir de la France et à partir de là, il y aura peut-être à terme un échelon européen et des opérateurs européens comme dans l'industrie de défense, comme Airbus, comme KNDS, comme MBDA, mais à l'origine, il y avait une impulsion française. Si vous comptez sur une impulsion européenne, qui plus est non plus à 6 mais à 27, on peut attendre longtemps, surtout que la plupart des États européens sont inféodés à Washington. On a tous en tête les Polonais qui passent leur vie à acheter du matériel américain, ce qui est particulièrement exaspérant, sans parler des Belges et d'autres pays. Exactement, donc l'excuse de dire on n'a pas d'opérateurs européens et français suffisamment performants parce qu'ils sont écrasés par les abus de position dominante des Américains, donc il faut acheter américain. Mais c'est pas parce que, c'est pas, même si on avait des opérateurs dans le domaine du numérique performant à l'échelle française européenne, ça n'empêcherait pas certains, comme vous le dites, d'acheter américain. Et on le voit avec l'industrie de défense, alors qu'on a des alternatives aussi performantes en Europe. Donc la France a vraiment intérêt à redévelopper cet écosystème qu'elle a quand même un peu laissé partir à volo, surtout avec le camarade Macron. Et on a tous en tête l'ensemble des petites ou des grandes entreprises qu'il a contribué à démanteler ou à vendre. Et est-ce qu'on doit pousser les feux en même temps sur l'investissement privé, la réorganisation en fait d'une pensée numérique française avec de la coopération des grands instituts de recherche français. On a encore d'excellents mathématiciens, même si les cerveaux fuient, ils sont élevés chez nous dans nos couveuses avant de partir s'épanouir aux États-Unis. Et est-ce que donc les moyens du redressement sont possibles ? Alors déjà, pour la recherche, il faut mieux payer nos chercheurs. C'est aussi simple que ça.
faut multiplier par 3, 4, 5, 10 leur salaire, sachant que des chercheurs dans ces domaines-là en France de très haut niveau, il y en a quelques centaines, vous voyez. Donc c'est pas une dépense budgétaire extrêmement élevée. Après, ce qu'il faut faire, c'est d'exiger que les prestataires informatiques de l'État soient étanches au regard de l'extraterritorialité du droit américain et soient robustes au niveau cybersécurité. C'est le fameux label Secnum Cloud. C'est ce que font les Américains, c'est-à-dire ils misent sur la commande publique, notamment les dépenses militaires, pour ensuite faire naître des entreprises viables dans le secteur. Je prends l'exemple de Palantir. Palantir, qui est une société donc, qui s'appuie sur l'IA, et qui a été choisi par le ministère de l'Intérieur pendant 10 ans quand même pour prévenir un certain nombre d'attentats et d'assurer la sécurité des Français. Vous voyez, mais cette entreprise Palantir a été biberonnée au crédit de la CIA pendant des années. Donc, il faut protéger l'écosystème des abus de position dominante des Américains, donc protéger nos données, ce qui va permettre, avec de la commande publique, de donner de l'oxygène à l'écosystème et petit à petit de faire jouer la concurrence au sein de cet écosystème pour parmi les X entreprises qui existent de nos jours, avoir les futures pépites de demain. Évidemment, quand on parle de souveraineté, quand on parle de guerre commerciale, il y a cet exemple de l'industrie de défense est extrêmement parlant, mais hélas, par exemple, les coopérations franco-allemandes sur le nouveau char de combat patinent lamentablement, des coopérations franco-allemandes sur le nouveau drone de combat patinent lamentablement parce qu'ils veulent un transfert de compétences. En fait, les secrets de fabrication de Dassault devraient être partagés avec nos prétendus partenaires, le couple franco-allemand. Donc, on a quand même des difficultés à atteindre la taille critique. C'est pour ça qu'il faut partir, je répète, de l'échelon national et après, en mode projet, de regarder avec qui on peut s'associer. Mais cela étant, l'industrie de défense est plutôt le bon exemple par rapport à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des programmes à 27. Sous couvert de l'OCAR, qui est l'organisme chargé de la maîtrise d'ouvrage de ces grands programmes, il y a 3 ou 4 pays qui veulent se lancer dans un hélicoptère de combat, très bien. Il y a 10 pays qui veulent faire, je dirais, une frégate, très bien. Vous voyez, c'est à la carte. Et là, après, quand c'est à la carte, évidemment, on regarde un petit peu si on est d'accord sur le cahier des charges. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec l'avion de transport, comment s'appelle-t-il déjà la 400M. La 400M, exactement. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que vous aviez des Français qui voulaient un avion tactique capable d'atterrir sur des pistes en Afrique, relativement rustique, et vous avez les Allemands qui voulaient un gros avion de transport type Galaxy, un transport stratégique. Donc déjà, si on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut, c'est quand même difficile. Et après, vous faites un produit qui répond à des spécificités parfois antagonistes et donc un produit qui coûte très cher et qui ne satisfait pas forcément les différentes forces armées. Vous avez dit à plusieurs fois qu'il y a un abus de position dominante de la part des GAFAM, donc Google, Alphabet, Facebook, Meta, etc. Est-ce que on est en train d'assister à un reflux de cet abus de position dominante avec Vance et Trump, ou pas du tout, les Américains, au contraire, avec le discours de Vance qui explique qu'il est hors de question qu'on ait une quelconque limitation de l'intelligence artificielle, il n'est pas en train de nous dire que c'est toujours les États-Unis qui vont donner le là. Je pense que c'est juste de la forme, c'est-à-dire que ce soit les démocrates ou les républicains, si vous voulez, là aujourd'hui Trump assume totalement ce que font habituellement les Américains. Et eux, ils sont audacieux, c'est-à-dire que nous, on regarde d'abord les freins, on se met des freins dans la tête, il y a des freins juridiques avant de regarder les opportunités. Je rappelle que la France a inventé l'automobile, on a d'abord inventé l'automobile avant de faire le code de la route. Donc nous, on commence déjà à essayer d'inventer le code de la route avant même de s'intéresser à l'intelligence artificielle, ou en tout cas de survaloriser le principe de précaution. Donc soyons audacieux et ensuite régulons en fonction des conséquences des différentes innovations. Dans l'histoire, c'est toujours la même séquence. Il y a des opportunités et des comment dirais-je, des obstacles, ou en tout cas il y a des dangers par rapport aux différentes innovations, mais c'est après qu'il faut réguler. Il faut d'abord être audacieux et montrer la voie. Est-ce que l'intelligence artificielle serait un moyen d'économiser sur le budget de l'État et de faire en sorte de faire mieux fonctionner les administrations, ou à défaut de les faire mieux fonctionner, déjà de les accélérer dans leur délai de réponse par rapport aux citoyens ? Tout à fait. Alors, c'est déjà un petit peu le cas. Le fisc, les douanes s'en emparent, je dirais, pour essayer de cibler au mieux les contrôles. Non, mais après, à la base, le numérique, c'est bien, mais à la base, faut, je dirais, simplifier les processus. Si l'organisation est toujours aussi complexe, si les processus sont toujours aussi complexes, si vous continuez à avoir X guichets, par exemple, pour les aides sociales, vous aurez beau mettre une teinture de numérique et maintenant d'intelligence artificielle, ça ne va faire qu'accélérer les dysfonctionnements. Donc, il faut d'abord réorganiser, simplifier l'organisation de l'État et après, vous mettez la couche de numérique et la couche d'intelligence artificielle. On l'a vu, il y a eu plusieurs fiascos, notamment avec des systèmes d'information de ressources humaines, un louvois dans les armées. Pourquoi ?
parce que la paye est tellement complexe chez les militaires, il n'y a pas deux militaires qui sont payés de la même façon, avec des bonifications, des primes en fonction de votre spécialité, ce qui fait que ça a été un échec total parce qu'ils ont voulu faire un système d'information interarmée, mais ça a été pareil aussi pour le monde civil, parce que on a aujourd'hui une complexité telle que si vous mettez une couche de numérique, ça ne veut faire qu'accélérer les dysfonctionnements. Alors, juste pour éviter de terminer sur la note la plus triste, vous m'avez parlé tout à l'heure de la gendarmerie nationale qui bénéficie d'un système qui marche. Tout à fait, c'est-à-dire que on a tout ce qu'il faut sur toutes les couches. Hein. On a OVH sur les couches basses pour l'hébergement, le cloud, hein, l'hébergement de nos données. On a Outscale, on a CloudWatt, on a ensuite... On est d'accord, OVH, Outscale, CloudWatt, ce sont des entreprises françaises qui interviennent dans la chaîne du numérique. Ensuite, sur les systèmes d'exploitation, il y a Linux, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les logiciels libres, c'est-à-dire que vous avez la main sur le code, donc vous maîtrisez le système. Et après, vous avez l'équivalent de ce que tout le monde connaît, Excel, Word, PowerPoint, en OpenOffice. Ça marche très bien. La gendarmerie fonctionne avec ces outils-là depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vraiment une question de choix politique. Alors, l'intérêt de ces systèmes ouverts, c'est qu'il y a une communauté qui passe son temps à améliorer gratuitement ou presque l'efficacité des outils et avec des mises à jour qui ne réclament pas en fait un investissement équivalent à celui d'acheter des licences à Microsoft. Ce qu'il faut, c'est soit des logiciels donc dits libres où vous avez la main sur le code, mais là ça nécessite quand même des capacités en développement en interne, donc il faut quand même animer la communauté, il faut quand même avoir des gens compétents, donc il y a quand même un coût. Alors vous demandez des éditeurs, des entreprises privées, mais open source, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui vous vendent un produit, mais vous avez la main sur le code. Donc vous n'êtes pas totalement tributaire, parce que ce que adorent les entreprises du secteur, c'est la maintenance applicative. C'est créer une dépendance vis-à-vis de leurs clients qui est incapable de faire preuve de réversibilité, de changer d'éditeur. Donc il faut soit des logiciels libres, ou soit des éditeurs, donc des entreprises privées, mais à chaque fois, il faut, dans les cahiers des charges, que vous ayez la main sur les lignes de code pour pouvoir faire évoluer le produit et pouvoir, je dirais, dialoguer d'égal à égal avec le prestataire. Alors, comme le label Secnum Cloud, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de l'écrire. Exactement, mais ça a été fait, il faut juste le faire appliquer maintenant. Voilà, c'est ça. Il faudrait juste que l'État français applique ce qu'il a déjà décidé. Et on est presque arrivé à la fin. Patrice Fuban, en 30 secondes, si vous deviez exprimer un souhait pour la France et les Français au nom du nouvel essor français. Eh bien, il n'y a aucune fatalité au déclin. Non seulement la France, avec quelques mesures, je dirais, de simplification de l'appareil administratif et puis de la reprise en main sur nos données, non seulement on peut opérer un sursaut historique, non seulement on peut doubler l'Allemagne en 10-15 ans et être le pays le plus prospère et puissant d'Europe, on peut même se hisser au 3e rang mondial. La place naturelle de la France est au 3e rang mondial, derrière les États-Unis et la Chine. Patrice Fuban, je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, président du Nouvel Essor Français et d'ailleurs auteur du livre Vers un Nouvel Essor Français chez VA Éditions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.